Il existe, dans l'histoire humaine, des lieux où les mots semblent perdre leur poids. Des lieux où ce qui s'est produit défie la capacité du langage à le contenir. Auschwitz est l'un de ces endroits, mais pas parce que ce qui s'y est passé serait indicible, plutôt parce que cela fut trop méthodique, trop organisé, trop délibéré pour tenir dans l'image que l'on se fait souvent de la brutalité humaine, comme d'un élan impulsif ou chaotique. Ce documentaire ne porte pas sur des chiffres abstraits, ni sur des victimes sans visage. C'est une exploration de la manière dont un système a transformé la souffrance humaine en industrie, dont la torture est devenue une procédure standard, et dont des milliers de personnes ont été dépouillées de tout, nom, dignité, avenir, avant que leur corps ne soit réduit en cendres. Auschwitz n'a pas été un accident de la guerre. Ce ne fut pas le résultat d'une flambée de violence incontrôlée. Ce fut le produit de décisions conscientes, d'une planification bureaucratique, d'une ingénierie appliquée au génocide. Ce fut un lieu où chaque détail, de la hauteur des barbelés jusqu'au moment exact où le gaz était introduit, fut calculé avec une précision industrielle. Ce qui rend Auschwitz unique n'est pas seulement l'ampleur du meurtre, même si cette ampleur est difficile à concevoir. Plus d'1 million de personnes y sont mortes. Ce qui le rend unique, c'est que le meurtre n'était que l'aboutissement d'un processus de destruction bien plus long. Avant la mort venait l'humiliation systématique, venait la fin calculée, venait le travail conçu pour épuiser, venaient les expériences médicales qui traitaient des corps humains comme du matériel de laboratoire. Venait une structure entière dédiée à briser la volonté, à effacer l'identité, à transformer des personnes en numéros, en objets, en carburant pour une machine qui fonctionnait 24 heures sur 24. À Auschwitz, la torture n'était pas un excès occasionnel de gardiens sadiques. C'était la manière dont le camp fonctionnait. C'était la langue qu'il parlait. Chaque matin commençait par la violence. Chaque nuit se terminait dans la douleur. Et, entre l'aube et le crépuscule, chaque minute pouvait devenir une épreuve de résistance physique et mentale, à laquelle la plupart des gens n'étaient pas préparés. Ce documentaire explore les atrocités commises à Auschwitz depuis une perspective qui dépasse les crématoires et les chambres à gaz. Car si ces installations représentent l'horreur la plus concentrée de la Shoah, elles ne racontent pas toute l'histoire. Elles n'expliquent pas comment des milliers de personnes furent maintenues en vie, si l'on peut appeler cela vivre, pendant des mois ou des années dans des conditions conçues pour les détruire lentement. Elles n'expliquent pas les châtiments inventés pour infliger la douleur maximale. Elles n'expliquent pas les expériences qui firent des corps humains des laboratoires d'essai. Elles n'expliquent pas le réseau de sous-camps, les usines de travail serviles, les systèmes d'exploitation économique qui transformèrent la souffrance en profit. Auschwitz fut beaucoup de choses à la fois. Camp de concentration, centre d'extermination, complexe industriel, laboratoire médical, colonie pénitentiaire. Ce fut un univers entier, régi par des règles qui inversaient tout ce que l'on connaît de la civilisation. Ce fut un lieu où la médecine servait à torturer, où le travail signifiait la mort, où la nourriture était insuffisante par conception, où le sommeil était interrompu comme punition, où chaque instant était contrôlé par un système qui voyait les prisonniers non comme des êtres humains, mais comme des ressources exploitables jusqu'à l'épuisement, puis jetés. Ce qui suit est un parcours à travers ce système. Ce n'est pas facile à écouter, cela ne devrait pas l'être, mais c'est nécessaire, car ce n'est qu'en comprenant comment Auschwitz a fonctionné, comment il a été construit, comment il a opéré et comment il a détruit, que l'on peut saisir réellement ce que signifie la Shoah, non comme une abstraction historique, mais comme une machine réelle, conçue par des personnes réelles, exécutée par des personnes réelles, subie par des personnes réelles. Auschwitz, la machine de l'horreur. Tout commença par une décision pratique. En 1939, après l'invasion de la Pologne, le régime nazi fut confronté à un problème logistique. Il lui fallait des lieux pour enfermer les ennemis du Reich. Les prisons ordinaires ne suffisaient pas. Les camps de concentration existants en Allemagne étaient saturés. Et alors, quelqu'un regarda une carte et trouva Auschwitz. C'était une ville sans rien de particulièrement remarquable. Elle possédait une gare ferroviaire avec des correspondances vers de multiples directions. Elle avait des bâtiments militaires abandonnés de l'armée polonaise. Elle avait de l'espace et elle était suffisamment éloignée des grandes villes pour que ce qui s'y passerait puisse rester relativement dissimulé,
mais assez proche des réseaux de transport pour être accessible. Le nom fut germanisé. Auschwitz. Ce changement linguistique fut la première étape d'un processus d'appropriation totale. Il ne s'agissait pas seulement de s'emparer de l'espace physique, mais aussi de son identité, de son histoire et de sa place dans la carte mentale de l'Europe. En avril 1940, Heinrich Himmler, chef des SS, ordonna la création d'un camp de concentration sur ce site. L'homme choisi pour le diriger fut Rudolf Höss, un officier expérimenté dans les camps de concentration. Connu pour sa discipline, son obéissance absolue et sa capacité à exécuter les ordres sans en questionner la teneur morale. Lorsque Höss arriva à Auschwitz en mai 1940, il trouva un ensemble de bâtiments délabrés. Des toits qui fuyaient, des sols de ciment fissurés, des murs humides, des fenêtres brisées, des écuries qui sentaient l'abandon. Mais Höss ne vit pas des ruines, il vit un potentiel. Il vit une structure qui pouvait être transformée en instrument de contrôle absolu. La première mesure fut d'encercler le périmètre. On installa des poteaux de béton, on tendit du fil barbelé, on électrifia, on érigea des miradors à des points stratégiques, avec des projecteurs qui illumineraient le camp la nuit. On délimita des zones interdites, des secteurs où tout prisonnier qui entrerait serait abattu sans avertissement. Le message était clair dès le début. Auschwitz n'était pas un lieu de détention temporaire. C'était un lieu où les règles normales du monde ne s'appliquaient pas. Pour construire le camp, il fallait de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre viendrait des mêmes personnes qui y seraient enfermées. Le 14 juin 1940 arriva le premier transport significatif. 728 prisonniers politiques polonais. C'étaient des hommes arrêtés lors de rafles. Professeurs, avocats, prêtres, étudiants, intellectuels. Des personnes que le régime nazi considérait dangereuses parce qu'elles représentaient l'élite culturelle de la Pologne, le pays que l'on cherchait à effacer de la carte. Ils descendirent du train à la gare d'Oświęcim et furent conduits à pied vers le camp. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Certains pensaient qu'il s'agirait d'un centre de détention provisoire, d'une prison où ils attendraient un procès ou un échange. Ils ne savaient pas qu'ils entraient dans un lieu qui définirait leur vie, ou ce qu'il en restait, de façon qu'ils ne pouvaient imaginer. L'entrée fut une cérémonie de dégradation. Des cris en allemand, des chiens qui aboyaient, des coups immédiats pour ceux qui ne se déplaçaient pas assez vite. Les prisonniers furent conduits dans un bâtiment où on leur ordonna de se déshabiller entièrement. Tout ce qu'ils portaient, vêtements, montres, bagues, photos, lettres, tout objet personnel, fut confisqué. Il ne s'agissait pas seulement d'empêcher qu'ils cachent quelque chose de dangereux. Il s'agissait de les couper de tout lien avec leur vie d'avant. Puis vinrent les douches, eau glacée ou brûlante, jamais tiède, un savon qui irritait la peau. Et ensuite le rasage, tête et corps entiers, non pour l'hygiène, mais pour l'humiliation. Les cheveux faisaient partie de l'identité. Les enlever était le premier pas pour effacer la personne. On leur remit un uniforme, des vêtements rêches qui tombaient rarement bien, des chaussures qui ne correspondaient pas à la taille de leurs pieds, des casquettes qu'ils devaient porter en permanence. L'uniforme comportait des marques, des triangles de couleurs qui identifiaient la catégorie du prisonnier. Rouge pour les politiques, vert pour les criminels de droit commun, rose pour les homosexuels, noir pour les asociaux, violet pour les témoins de Jéhovah. Les Juifs portaient 2 triangles superposés formant une étoile jaune. Et puis venait le numéro. Au début, on peignait le numéro sur les vêtements. Plus tard, il serait tatoué directement sur le bras. Ce numéro remplaçait le nom. À partir de ce moment, le prisonnier cessait d'être une personne avec une histoire, une famille ou un métier. Il devenait un chiffre dans un registre. Et ce chiffre était tout ce qui importait au système. Les premiers mois d'Auschwitz furent brutaux, d'une manière qui posa les bases de tout ce qui suivrait. Les prisonniers furent mis au travail pour la construction et l'extension du camp. Ils creusaient des tranchées, transportaient des matériaux, élevaient des murs, asséchaient des marécages. Et tout cela sous une règle simple, travailler jusqu'à l'effondrement. Les gardiens SS n'étaient pas là pour superviser un chantier. Ils étaient là pour imposer une hiérarchie de pouvoir absolu, et ils le faisaient par une violence constante. Un prisonnier trop lent recevait des coups. Un prisonnier qui s'arrêtait pour reprendre son souffle recevait des coups. Un prisonnier qui regardait un gardien de travers recevait des coups.
La nourriture était insuffisante dès le premier jour, non par manque de ressources, mais par conception. La ration standard consistait en un café noir le matin, un liquide sans valeur nutritive, une soupe claire à midi, où flottaient parfois des restes de légumes pourris, et un morceau de pain rassis le soir, parfois accompagné d'un infime morceau de margarine ou de saucisson. Cet apport calorique ne suffisait pas à soutenir un homme effectuant un travail physique lourd. Et c'était précisément le but. La faim permanente affaiblissait le corps, rendait la résistance plus difficile, réduisait la capacité de penser clairement. La faim était un outil de contrôle. La journée commençait avant l'aube, au son du gong. Les prisonniers avaient quelques minutes pour s'habiller, pour utiliser les latrines, des fosses ouvertes où des dizaines d'hommes s'accroupissaient simultanément, sans intimité, et pour sortir dans la cour. Là avait lieu l'appel. L'appel. L'appel n'était pas simplement un comptage, c'était un rituel de domination. Les prisonniers devaient se mettre en rang parfaitement droit, dans un silence total, immobile. Les gardiens passaient entre les rangs en comptant. Si le chiffre ne correspondait pas au registre, on recommençait, et encore, et encore, et encore. En hiver, l'appel pouvait durer des heures par des températures sous zéro. Les prisonniers étaient vêtus de vêtements minces, sans manteaux adaptés, avec des chaussures déchirées. Le froid pénétrait jusqu'aux os. Les pieds s'engourdissaient, les mains ne répondaient plus. Et si quelqu'un bougeait, si quelqu'un tremblait visiblement, si quelqu'un s'évanouissait, la punition était immédiate. En été, le problème était la chaleur et la soif. Sans eau, sous le soleil direct, l'appel devenait une épreuve d'endurance. Certains s'évanouissaient, d'autres urinaient sur place faute d'alternative. Et la punition restait la même. Les coups. Si quelqu'un était mort pendant la nuit, et à Auschwitz, quelqu'un mourait toujours pendant la nuit, son corps était traîné dans la cour afin que le nombre corresponde. Les morts comptaient aussi. Après l'appel venait le travail. Les prisonniers étaient répartis en commandos, des équipes affectées à différentes tâches. Certains allaient aux carrières porter des pierres, d'autres asséchaient des marécages, d'autres travaillaient dans des ateliers à l'intérieur du camp, d'autres sur des chantiers. Le travail n'était pas productif au sens ordinaire. Il était destructeur. Il était conçu pour épuiser. Les prisonniers portaient des charges qu'une personne bien nourrie aurait à peine pu manier. Et ils le faisaient avec une faim chronique, une faiblesse musculaire, des maladies non traitées. Tomber signifiait des coups. Avancer lentement signifiait des coups. Ne pas comprendre un ordre hurlé en allemand signifiait des coups. Les gardiens SS déléguaient une grande partie de la violence quotidienne aux capots, des prisonniers choisis pour surveiller d'autres prisonniers. Être capot offrait des avantages, meilleure nourriture, moins de travail physique, une certaine protection. Mais cela signifiait aussi devenir un instrument du système. Certains capots étaient brutaux, peut-être plus que les gardiens eux-mêmes, parce qu'ils savaient que leur survie dépendait de leur loyauté démontrée. D'autres tentaient d'aider en secret, utilisant leur position pour protéger les plus faibles. Mais le système était conçu pour corrompre. Il était conçu pour que la survie de l'un puisse dépendre de la souffrance d'un autre. À l'intérieur du camp se trouvait un bâtiment qui concentrait la terreur d'une manière particulière. Le bloc 11. C'était la prison dans la prison. L'endroit où l'on envoyait ceux qui étaient jugés particulièrement problématiques, soupçonnés de sabotage, accusés de préparer des évasions, pris en flagrant délit de vol de nourriture, ou simplement choisis au hasard pour servir d'exemple. Le bloc 11 comportait différents types de cellules, chacune conçue pour une forme de torture différente. Les cellules debout étaient des compartiments minuscules, de moins d'1 mètre carré, où l'on enfermait 4 personnes en même temps. Il n'y avait pas de place pour s'asseoir, à peine de quoi bouger. Les prisonniers y passèrent la nuit debout, respirant le même air vicié, la chaleur des corps transformant l'espace en four l'été, le froid pénétrant sans isolation l'hiver. Il y avait des cellules obscures, totalement scellées, sans lumière, sans ventilation. L'isolement sensoriel détruisait la perception du temps. Des heures semblaient des jours semblaient des semaines. Et lorsque la porte s'ouvrait enfin, certains prisonniers avaient perdu la capacité de parler de manière cohérente. Il y avait des cellules de faim, où l'on laissait les prisonniers sans nourriture ni eau jusqu'à leur mort. Le processus pouvait durer des jours. Et pendant ces jours, les cris et les gémissements étaient audibles pour les autres prisonniers, un rappel constant de ce qui pouvait leur arriver.
À côté du bloc 11 se trouvait une cour fermée par un mur noir. C'était le lieu des exécutions. Les fusillades n'y étaient pas secrètes. Parfois, on obligeait les prisonniers à y assister. Ils voyaient des camarades dénudés, alignés contre le mur, abattus. Ils voyaient les corps s'effondrer. Ils voyaient le sang tacher le sol. Et ensuite, ils devaient retourner au travail, comme si rien ne s'était passé. Le mur noir devint un symbole. Le simple fait de l'apercevoir de loin suffisait à ressentir la peur. À la fin de 1940, Auschwitz était déjà un lieu d'horreur, mais il restait relativement petit. Cela était sur le point de changer de manière dramatique. En 1941, la guerre s'étendit vers l'Est avec l'invasion de l'Union soviétique. Des millions de soldats soviétiques furent capturés. Beaucoup furent envoyés dans des camps de concentration, dont Auschwitz. Et avec leur arrivée, le camp dut s'agrandir. Mais la véritable transformation d'Auschwitz ne vint pas seulement du besoin d'espace. Elle vint d'une décision politique prise au plus haut niveau du régime nazi. La solution finale, la décision d'exterminer systématiquement tous les Juifs d'Europe. En septembre 1941, il se produisit quelque chose qui changerait à jamais la nature d'Auschwitz. Dans le sous-sol du bloc 11, on mena une expérience. Les SS voulaient tester une nouvelle méthode de meurtre de masse. Jusqu'alors, les exécutions se faisaient par balles, ce qui était lent, exigeait des munitions et, selon certains officiers, était psychologiquement éprouvant pour les exécutants. On sélectionna un groupe de prisonniers de guerre soviétiques et des prisonniers malades. On les enferma dans une cellule scellée, puis on introduisit du Zyklon B, un pesticide sous forme de granulés qui, au contact de l'air, libérait du gaz cyanure. Ceux qui étaient à l'intérieur ne comprirent pas ce qui se passait. D'abord, l'odeur d'amandes amères, puis la difficulté à respirer. Le gaz attaquait les cellules, les empêchant d'absorber l'oxygène. Les poumons s'agitaient frénétiquement, mais cela ne servait à rien. La panique, l'asphyxie, la mort en quelques minutes. Pour les SS, l'expérience fut un succès, non pour des raisons humanitaires. Il n'y avait rien d'humain là-dedans, mais pour des raisons d'efficacité. Le Zyklon B permettait de tuer de nombreuses personnes simultanément, sans coup de feu, sans sang visible, par un procédé que l'on pouvait décrire avec des euphémismes bureaucratiques. Rudolf Höss en vit immédiatement le potentiel. Si Auschwitz devait devenir un centre d'extermination, il lui fallait des infrastructures adaptées. Il lui fallait des chambres à gaz. Il lui fallait des crématoires. Il lui fallait un système. Et ainsi naquit Birkenau, Auschwitz II. Le site choisi fut Brzezinka, à environ 3 km du camp principal. C'était une zone marécageuse, avec des arbres épars, un terrain bas. Les conditions étaient mauvaises pour la construction, mais cela n'avait aucune importance. Les SS expulsèrent les habitants locaux, confisquèrent les propriétés, rasèrent des bâtiments. Birkenau fut conçu dès le départ comme un camp massif. Il n'y aurait pas de bâtiments de briques comme à Auschwitz I. Il y aurait des baraques en bois, dérivées de modèles d'écuries pour chevaux, montées rapidement, sans isolation, sans chauffage adéquat, sans ventilation. La construction de Birkenau fut en elle-même une atrocité. Des milliers de prisonniers furent forcés de travailler dans des conditions mortelles. Ils creusaient des tranchées dans une eau glacée. Ils transportaient des poutres plus lourdes que ce que leur corps affaibli pouvait supporter. Ils vivaient sous des tentes de fortune pendant qu'ils construisaient les baraques qui, plus tard, les enfermeraient. Beaucoup moururent au cours du processus. Leurs corps étaient remplacés par de nouveaux prisonniers. Birkenau finirait par s'étendre sur 175 hectares, avec une capacité de dizaines de milliers de prisonniers. Il fut divisé en secteurs. Un pour les hommes, un pour les femmes, un pour les familles roms, un pour les prisonniers de Theresienstadt. Chaque secteur était entouré de barbelés électrifiés. Chaque secteur avait ses propres règles, sa propre hiérarchie, son propre niveau d'horreur. Les baraques de Birkenau étaient des structures conçues pour faire souffrir. Chacune devait initialement accueillir une cinquantaine de personnes. En pratique, elles en contenaient des centaines. Il n'y avait pas de lits individuels, mais des couchettes de bois à 3 niveaux, où s'entassaient à chaque niveau 5, 6, 7 personnes. Il n'y avait pas de matelas, seulement des planches. Il n'y avait pas assez de couverture. En hiver, le froid était mortel. En été, la chaleur était suffocante. Les latrines étaient des fosses ouvertes traversées par des planches. Des dizaines de prisonniers,
les utilisaient simultanément. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas d'intimité, il n'y avait pas de dignité. Et l'accès était limité. On ne pouvait y aller qu'à certains moments. Ceux qui souffraient de diarrhée, et presque tous en souffraient à cause de la nourriture avariée et de l'eau contaminée, enduraient une souffrance particulière. L'eau était insuffisante et souvent contaminée. La soif était constante, et boire une eau sale signifiait des maladies. Dysenterie, typhus, choléra. Les épidémies balayèrent des secteurs entiers. Les malades étaient séparés, non pour être soignés, mais pour être isolés jusqu'à la mort, ou envoyés directement aux chambres à gaz lors des sélections de malades. En 1942, Auschwitz-Birkenau devint l'épicentre de la solution finale. Les trains commencèrent à arriver de toute l'Europe occupée. Pologne, France, Pays-Bas, Grèce, Hongrie, Italie. Des wagons de marchandises bondés, jusqu'à 100 personnes dans des espaces prévus pour 8 chevaux. Des trajets qui duraient des jours. Sans nourriture suffisante, sans eau, sans latrine. Les gens urinaient et déféquaient sur place. Des vieillards et des enfants mouraient pendant le trajet. Quand les portes s'ouvraient enfin, l'odeur était insoutenable. Et alors commençait le processus qui définirait Auschwitz plus que tout autre. La sélection. La rampe de Birkenau devint le théâtre de l'une des décisions les plus rapides et les plus brutales de l'histoire humaine. Les déportés descendèrent du train, désorientés, épuisés, assoiffés. Il y avait des cris en allemand, des chiens, des gardiens avec des bâtons et une file. Un médecin SS, ou parfois un officier, jetait un regard rapide sur chaque personne, un geste du pouce ou de la main. À droite, à gauche. À droite signifiait travail forcé. À gauche signifiait mort immédiate. Mais les nouveaux arrivants ne le savaient pas. On leur disait qu'ils allaient être réinstallés, qu'il y aurait des douches de désinfection, qu'ils récupéreraient leurs affaires ensuite. La tromperie était essentielle pour maintenir l'ordre. Si les gens avaient su qu'ils marchaient vers la mort, il y aurait eu résistance, chaos, tentative de fuite. Alors, on leur mentait. Les personnes âgées allaient à gauche, les jeunes enfants allaient à gauche. Les femmes avec des bébés allaient à gauche. Les malades, les faibles, ceux qui ne semblaient pas utiles au travail, allaient à gauche. Des familles étaient séparées en quelques secondes. Un fils voyait sa mère partir d'un côté pendant qu'on le poussait de l'autre. Il n'y avait pas de temps pour des adieux. Il n'y avait de temps pour rien. Ceux qui allaient à gauche étaient conduits vers des bâtiments qui ressemblaient à des installations de douche. Il y avait des panneaux rassurants. Il y avait des crochets pour accrocher les vêtements, avec des numéros pour qu'ils puissent les récupérer ensuite. On leur ordonnait de se déshabiller. Puis, on les poussait dans une grande salle avec des colonnes et de fausses douches au plafond. Lorsque la salle était pleine, parfois plus d'1 millier de personnes, on scellait les portes. Et alors, par des ouvertures dans le toit, on laissait tomber les granulés de Zyklon B. Au début, les gens ne comprenaient pas. Puis la panique commençait. Les cris, les tentatives d'atteindre les portes. Les plus forts poussaient vers le haut, piétinant les plus faibles. Dans le désespoir de trouver un air plus respirable, les gens s'entassaient, formant des pyramides de corps. Les enfants étaient écrasés au fond. La mort n'était pas instantanée. Elle prenait entre 10 et 20 minutes. Tout dépendait de la quantité de gaz, de la ventilation, de l'endroit où chacun se trouvait dans la salle. Quand on ouvrait enfin la porte, les corps étaient emmêlés, les bouches ouvertes, les yeux exorbités, la peau bleuie. Et alors commençait le travail du Sonderkommando. Le Sonderkommando était une unité spéciale de prisonniers forcés de manipuler les cadavres. Ils étaient maintenus à l'écart du reste du camp. On leur donnait une nourriture meilleure pour qu'ils aient la force nécessaire. Mais ils savaient qu'ils étaient des témoins et qu'ils finiraient par être éliminés puis remplacés. Leur tâche consistait à défaire la montagne de corps, séparer les bras et les jambes entremêlés, chercher des bijoux cachés dans des cavités corporelles, couper les cheveux des femmes mortes, qui seraient ensuite vendus pour fabriquer du feutre et du tissu, extraire les dents en or avec des pinces. Les corps étaient ensuite transportés vers les crématoires. Au début, Auschwitz utilisa 2 maisons civiles aménagées en chambres à gaz temporaires. Mais lorsque le rythme du meurtre s'accéléra, cela ne suffit plus. On construisit 4 grands crématoires à Birkenau, conçus spécifiquement pour intégrer chambres à gaz et fours dans une même installation. Chaque crématoire possédait une salle souterraine où avait lieu le gazage. Puis les corps étaient remontés par monte-charge ou escalier vers la salle des fours à l'étage.
Les fours fonctionnaient jour et nuit. Mais même ainsi, lors des périodes d'activité maximale, notamment en 1944, lorsqu'arrivèrent les transports hongrois, les crématoires ne pouvaient pas traiter tous les cadavres. On creusa d'immenses fosses. Les corps étaient empilés avec du bois et brûlés à l'air libre. La fumée était visible à des kilomètres. L'odeur imprégnait tout. Pour ceux qui étaient sélectionnés pour le travail forcé, commençait un autre type d'enfer. Ils ne mouraient pas en quelques minutes, mais lentement, consumés par la faim, la maladie, l'épuisement et la violence. Après la sélection, les nouveaux prisonniers passaient par la procédure d'admission. On les conduisait dans des baraques de quarantaine. Là, le rituel se répétait. Nudité, douche, rasage, désinfection avec des produits chimiques qui brûlèrent la peau. On leur remettait l'uniforme rayé et on leur tatouait le numéro sur l'avant-bras gauche. Le tatouage était fait avec une grosse aiguille, sans anesthésie. Cela faisait mal, cela saignait, cela s'infectait, mais cela importait peu. Ce qui importait, c'est que ce numéro deviendrait leur identité. Ils n'étaient plus des personnes avec des noms, des professions, des familles. Ils étaient des numéros dans un registre. La quarantaine durait des semaines. Pendant ce temps, les prisonniers apprenaient les règles. Ils apprenaient à retirer leur casquette en voyant un officier. Ils apprenaient à rester immobiles pendant l'appel. Ils apprenaient que la moindre erreur, ou ce qui était interprété comme une erreur, entraînait une punition. Après la quarantaine, ils étaient affectés à des baraques permanentes et à des commandos de travail. Et là commençait la routine, qui pour beaucoup durerait jusqu'à la mort. Le travail à Auschwitz était une destruction déguisée en productivité. Certains commandos travaillaient dans des carrières, portant des pierres sous le soleil ou la pluie. D'autres asséchaient des marécages, les jambes jusqu'aux genoux, dans une eau glacée. D'autres construisaient des routes, creusaient des tunnels, transportaient des matériaux. Il y avait aussi des tâches à l'intérieur du camp. Certains prisonniers travaillaient aux cuisines, alors qu'eux-mêmes mouraient de faim en préparant une nourriture qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. D'autres dans des ateliers de réparation. D'autres nettoyaient les baraques, même si le mot « nettoyage » était relatif dans un lieu où des milliers de personnes vivaient entassées sans eau courante suffisante. Le travail n'était pas conçu pour être efficace. Il était conçu pour épuiser. Les prisonniers portaient des charges excessives. Ils couraient lorsqu'on leur ordonnait de courir. Ils restaient immobiles sous le soleil lorsqu'on leur ordonnait de s'arrêter. Et tout cela avec des corps qui s'affaiblissaient chaque jour, parce que la nourriture ne suffisait pas à maintenir la vie. La faim à Auschwitz était constante, pénétrante, dévorante. Ce n'était pas la faim que l'on ressent en sautant un repas. C'était la faim qui vide l'estomac, qui pousse le corps à consommer ses propres muscles, qui brouille l'esprit, qui transforme chaque pensée en pensée de nourriture. La ration officielle était d'environ 1300 calories par jour. Un adulte effectuant un travail physique lourd a besoin d'au moins 3000. Les prisonniers vivaient en déficit calorique permanent. Le corps humain peut résister un temps en consommant ses réserves de graisse. Mais quand la graisse s'épuise, le corps commence à consommer le muscle. Les prisonniers devenaient cadavériques. Des jambes comme des bâtons, des côtes saillantes, des yeux enfoncés, des gestes lents, maladroits. On appelait cet état Muselmann, un terme cruel utilisé par les gardiens comme par les prisonniers pour désigner ceux qui étaient proches de la faim. Les Muselmann avaient perdu la volonté de lutter. Ils se déplaçaient comme des zombies. Ils cessaient de se soigner. Ils cessaient d'essayer de voler de la nourriture. Ils cessaient d'éviter les coups. Et bientôt, ils mouraient, soit d'effondrement physique, soit de maladie, soit lors de la sélection suivante. Car les sélections ne se déroulaient pas seulement sur la rampe. Elles avaient lieu à l'intérieur du camp. Périodiquement, des médecins SS parcouraient les baraques en choisissant ceux qui étaient trop faibles pour travailler. Ou bien, on ordonnait une inspection où les prisonniers devaient défiler nus, ceux qui montraient des signes d'extrême faiblesse, ceux dont les plaies ne guérissaient pas, ceux qui, simplement, ne semblaient pas utiles, étaient marqués, et ils disparaissaient. L'eau était un autre instrument de torture. Il n'y en avait pas assez pour boire, et certainement pas assez pour se laver. Les prisonniers vivaient couverts de saleté, de sueur et d'excréments. Les vêtements n'étaient jamais lavés. Les poux proliféraient. Se gratter était constant. Les infections cutanées étaient universelles. Et avec les poux venait le typhus
une maladie qui provoquait une fièvre très élevée, des délires et souvent la mort. Le système médical à Auschwitz était une perversion totale. Il y avait un hôpital de prisonniers, le Krankenbau. Mais ce n'était pas un lieu de guérison. C'était un lieu où l'on décidait qui avait encore une valeur et qui n'en avait plus. Les malades qui y arrivaient pouvaient recevoir un traitement minimal si l'on estimait qu'ils pourraient retourner au travail. Mais beaucoup étaient simplement maintenus jusqu'à la prochaine sélection. Et les médecins qui procédaient à ces sélections n'étaient pas des marginaux, c'étaient des professionnels formés, diplômés, qui avaient juré de protéger la vie. Les châtiments corporels étaient une constante. Chaque infraction, réelle ou imaginaire, pouvait déclencher la violence. Voler une pomme de terre, 25 coups de fouet. Garder les mains dans les poches en hiver, des coups. Ne pas comprendre un ordre, des coups. Regarder un gardien, des coups. Les punitions formelles étaient administrées au bloc 11 ou dans des zones dédiées. Le prisonnier était attaché à un banc spécial, le boc, conçu pour maintenir le corps en position. Puis venaient les coups de fouet, de bâton ou de verge. 25 coups étaient la peine courante, mais 25 coups portés de toute la force sur un dos nu pouvaient déchirer la peau, briser des côtes, causer des dommages internes permanents. Et il y avait un surcroît de cruauté. Le prisonnier devait compter les coups à voix haute, en allemand. S'il se trompait dans le compte, si sa voix était trop faible, s'il perdait connaissance, on recommençait à zéro. C'était une manière de transformer la victime en participante de sa propre torture. Une autre punition courante était la suspension par les poignets. Les bras du prisonnier étaient attachés derrière le dos, puis on le suspendait à un poteau ou à une poutre. Le poids du corps déboîtait les épaules. La douleur défie la description. Certains restaient suspendus des heures. Quand on les descendait enfin, beaucoup ne pouvaient plus jamais bouger les bras. Il y avait aussi la punition de rester à genoux sur des pierres tranchantes, en tenant des briques bras tendus, ou rester accroupi pendant des heures, ou courir en cercle en portant des pierres lourdes jusqu'à l'effondrement. Le répertoire des tortures était varié, mais toutes visaient le même objectif: briser la volonté, détruire la résistance physique, installer la terreur. Mais peut-être rien ne symbolise mieux la perversion d'Auschwitz que ce qui se passa au bloc 10 et dans les laboratoires médicaux du complexe. Car là, la médecine, la profession dédiée à soigner, fut transformée en instrument de torture et d'expérimentation sans limites éthiques. Le bloc 10 d'Auschwitz I fut principalement dédié à des expériences sur la stérilisation et la reproduction. L'objectif était de trouver des méthodes efficaces pour stériliser massivement des populations jugées indésirables, sans recourir à des procédures chirurgicales coûteuses. Les principales victimes furent des femmes juives, surtout jeunes. Elles étaient sélectionnées sur la rampe ou à l'intérieur du camp et conduites au bloc 10. Là, elles subissaient des expériences, incluant des injections dans l'utérus de substances chimiques caustiques, une exposition à des radiations dirigées vers les organes reproducteurs, et des procédures chirurgicales expérimentales. Les injections étaient particulièrement brutales. On introduisait des liquides chimiques, formaldéhyde, nitrate d'argent et autres substances, directement dans l'utérus et les trompes de Fallope, sans anesthésie. La douleur était si intense que les femmes criaient jusqu'à ne plus avoir de voix. Beaucoup souffraient d'hémorragies internes, d'infections massives, de péritonite. Certaines mouraient en quelques jours. D'autres restaient avec des séquelles permanentes. Douleurs chroniques, incapacité à marcher correctement, organes internes détruits. Les radiations étaient administrées au moyen de machines à rayons X dirigés. Les femmes étaient matées placées devant les appareils sans comprendre ce qui se passait. Les doses étaient énormes, bien au-delà de tout usage médical. Le résultat, des brûlures profondes de la peau, la destruction du tissu ovarien, une stérilité permanente et des effets secondaires graves, nausées, chute des cheveux, faiblesse extrême, cancer. On pratiqua également des interventions chirurgicales expérimentales, ablation d'ovaires, hystérectomie, opérations destinées à tester des techniques sans ressources adéquates. Tout cela sans anesthésie appropriée, sans conditions stériles, sans suivi post-opératoire. Les infections étaient inévitables. Beaucoup de femmes moururent de septicémie. Le docteur Karl Klauberg fut l'un des principaux responsables de ces expériences. Avant la guerre, c'était un gynécologue respecté, doté de cliniques privées et d'une réputation professionnelle. À Auschwitz,
Il eut un accès illimité à du matériel humain et une liberté totale d'expérimenter. Il tenait des registres méticuleux, prenait des notes, photographiait les résultats. Pour lui, les femmes n'étaient pas des patientes, c'étaient des spécimens. Un autre médecin, Horst Schumann, se spécialisa dans la stérilisation par irradiation, sur des femmes comme sur des hommes. Les hommes aussi étaient soumis à une exposition intense de rayons X sur les organes génitaux. Les brûlures qui en résultaient étaient si graves que beaucoup développèrent des ulcères ouverts. Certains furent ensuite castrés chirurgicalement pour examiner les dommages causés. D'autres furent simplement laissés à souffrir, jusqu'à mourir ou être envoyés aux chambres à gaz. Mais le nom qui deviendrait le plus infâme dans l'histoire des expériences d'Auschwitz fut Josef Mengele. Mengele arriva à Auschwitz en mai 1943. Médecin et anthropologue, il était obsédé par la génétique et par la démonstration de théories sur l'hérédité raciale. Auschwitz lui offrit ce qu'aucun chercheur éthique ne pourrait avoir, un accès illimité à des sujets humains et une liberté totale de leur faire ce qu'ils voulaient. Mengele participa aux sélections sur la rampe. Contrairement à d'autres médecins qui y voyaient une corvée, Mengele semblait y prendre plaisir. Il sifflotait des airs d'opéra tout en décidant qui vivrait et qui mourrait. Et il recherchait activement certains types de personnes pour ses expériences. Son obsession principale était celle des jumeaux. Chaque fois qu'un transport arrivait, Mengele parcourait la rampe en criant « Zwillinge, Zwillinge !» des jumeaux. Les jumeaux étaient immédiatement séparés et conduits dans des baraques spéciales. Ils n'étaient pas envoyés aux chambres à gaz, du moins, pas encore. Mengele les voulait vivants. Mengele rassembla plus d'1 millier de paires de jumeaux pendant son temps à Auschwitz. Ils étaient maintenus dans de meilleures conditions que d'autres prisonniers. Meilleure nourriture, pas de travail dans les commandos les plus durs, mais seulement parce que Mengele voulait qu'ils soient suffisamment en bonne santé pour ces expériences. Les jumeaux étaient soumis à des mesures anthropométriques exhaustives. Chaque partie de leur corps était mesurée, photographiée, documentée, puis venaient les expériences. Mengele cherchait à observer ce qui se passait lorsqu'on faisait subir des choses différentes à des jumeaux génétiquement identiques. Il injectait des produits chimiques à l'un et pas à l'autre. Il infectait l'un avec des maladies et observait les différences. Il réalisait des chirurgies expérimentales et, dans certains cas, il tuait simultanément les deux jumeaux pour procéder à des autopsies comparatives. L'une des expériences les plus notoires de Mengele consistait à tenter de changer la couleur des yeux. Il était obsédé par les yeux bleus, l'idéal aryen, et voulait trouver un moyen de transformer des yeux bruns en yeux bleus. Il injectait des colorants et des produits chimiques directement dans les yeux d'enfants, surtout des jumeaux. Les résultats furent des infections, la cécité, une douleur insupportable. Aucune de ces expériences ne réussit à changer la couleur des yeux, mais il détruisit la vue de dizaines d'enfants. Mengele était également fasciné par les personnes atteintes de nanisme et par des conditions génétiques inhabituelles. La famille Ovitz, une troupe d'acteurs nains de Roumanie, fut capturée et déportée à Auschwitz. Mengele les maintint en vie précisément pour les étudier. Il leur fit subir des procédures douloureuses, prélèvement de moelle osseuse, ponction lombaire, extraction de dents, analyse de sang constante. La famille survécut parce que Mengele voulait continuer à expérimenter sur elle, mais elle vécut dans une terreur permanente. On réalisa aussi des expériences sur les traumatismes. On infligeait délibérément des blessures pour étudier les processus d'infection. On brisait des os pour tester des méthodes de guérison. On provoquait des brûlures pour observer la cicatrisation ou pour essayer des traitements. Tout cela sans anesthésie adéquate, sans soins réels, avec des victimes qui hurlaient pendant que les médecins prenaient des notes. Il y eut des expériences d'hypothermie, où des prisonniers étaient plongés dans une osco glacée pendant des heures, pour voir combien de temps un corps humain pouvait survivre. Ces expériences étaient justifiées comme des recherches, pour aider des pilotes allemands abattus au-dessus de l'océan. Mais, en réalité, c'était de la torture pure. Les prisonniers enduraient une douleur extrême. Beaucoup mouraient. Ceux qui survivaient conservaient des lésions neurologiques permanentes. On testa aussi des vaccins expérimentaux, en injectant des maladies à des prisonniers en bonne santé, puis en essayant de les soigner. On étudia des traitements contre la gangrène, en infectant délibérément des plaies. On expérimenta avec le paludisme, la tuberculose,
le typhus. Ce qu'il y avait de plus perturbant, ce n'était pas seulement la souffrance infligée, mais la méticulosité de la documentation. Les médecins tenaient des registres détaillés, prenaient des photographies, rédigeaient des rapports, présentaient leurs résultats lors de conférences médicales, car dans leur esprit déformé, c'était de la science, des contributions au savoir médical. Pendant que le génocide fonctionnait à Birkenau et que les expériences se poursuivaient au Bloc 10, Auschwitz s'étendit aussi comme un complexe économique massif. Le travail forcé n'était pas seulement une punition, c'était une affaire. En 1942, on fonda Auschwitz III, aussi connu sous le nom de Monowitz, spécifiquement pour servir IG Farben, le géant chimique allemand. L'entreprise voulait construire une usine gigantesque pour produire du caoutchouc synthétique, le Buna et des carburants, produits essentiels à l'effort de guerre allemand. Mais construire une usine exigeait des milliers de travailleurs. IG Farben conclut un accord avec les SS. L'entreprise paierait pour chaque prisonnier utilisé comme travailleur. Les SS fourniraient une main-d'œuvre constante. Un arrangement parfait pour les deux parties, dévastateur pour les prisonniers. On construisit un camp entier autour de l'usine. Des milliers de prisonniers y vivaient, dans des conditions semblables à celles de Birkenau. Baraques surpeuplées, nourriture insuffisante, punition constante. Chaque matin, ils marchaient vers l'usine. Chaque soir, ils revenaient épuisés. Et lorsqu'un prisonnier ne pouvait plus travailler, il était renvoyé à Birkenau. Le travail à l'usine Buna était brutal. Les prisonniers portaient des charges lourdes, creusaient des fondations, construisaient des structures, installaient des tuyaux, mélangeaient des produits chimiques. Les journées duraient 12 heures, ou plus. Les capots et contremaîtres civils allemands poussaient constamment pour aller plus vite. Un prisonnier trop lent recevait des coups. Un prisonnier qui faisait une erreur recevait des coups. Un prisonnier qui se trouvait simplement au mauvais endroit recevait des coups. Les conditions de sécurité étaient inexistantes. Les prisonniers travaillaient sans équipement de protection. Ils manipulaient des substances toxiques à main nue. Ils respiraient des vapeurs chimiques sans masque. Les brûlures chimiques étaient fréquentes. Les explosions et les accidents se produisaient souvent. Mais pour les SS et pour IG Farben, cela n'avait aucune importance. Un prisonnier mort était simplement remplacé par un autre. L'obscénité résidait dans la logique économique. IG Farben payait aux SS environ 4 marks par jour pour chaque prisonnier. Cet argent allait directement dans les caisses des SS. Les prisonniers, bien sûr, ne recevaient rien. Ce n'étaient pas des travailleurs, c'étaient des esclaves, et des esclaves jetables. Auschwitz développa aussi d'autres opérations économiques. Il y avait des fermes où l'on cultivait des aliments, non pour les prisonniers, mais pour les SS et l'armée allemande. Il y avait des ateliers où l'on réparait des uniformes, produisait des munitions, fabriquait des composants. Il y avait une immense boulangerie qui produisait des milliers de pains par jour, dont aucun n'allait aux prisonniers. Tout le complexe d'Auschwitz devint un nœud d'exploitation économique. Les biens confisqués aux déportés étaient catalogués et envoyés en Allemagne. Vêtements, chaussures, valises, lunettes, prothèses, tout était recyclé. Les cheveux coupés des victimes étaient emballés et vendus à des entreprises textiles. L'or arraché aux dents des morts était fondu en lingots et envoyé à la Banque centrale allemande. Dans les entrepôts connus sous le nom de Canada, s'empilaient des montagnes d'objets volés. Il y avait des bâtiments entiers remplis de vêtements, d'autres remplis de chaussures, d'autres d'ustensiles. C'était une preuve matérielle des vies détruites, mais aussi un stock. Tout avait une valeur économique. Les prisonniers qui travaillaient au Canada occupaient une position ambiguë. D'un côté, ce travail était moins destructeur physiquement que les carrières ou les chantiers. De l'autre, ils étaient entourés de rappels constants du génocide. Chaque valise portait un nom, chaque vêtement avait appartenu à quelqu'un, et beaucoup de ces « quelqu'un » avaient été gazés quelques heures ou quelques jours auparavant. Travailler au Canada offrait aussi la possibilité de petits actes de résistance économique. Les prisonniers pouvaient parfois dissimuler de la nourriture trouvée dans les valises. Ils pouvaient échanger des objets de valeur contre des faveurs, mais c'était extrêmement dangereux. Être pris en train de voler signifiait une punition sévère ou la mort. Et pourtant, beaucoup le faisaient, parce que c'était la seule manière d'obtenir autre chose que la ration officielle, qui les tuait lentement. Auschwitz comptait aussi des dizaines de sous-camps plus petits,
dispersés dans la région. Certains servaient des mines de charbon, d'autres des carrières, d'autres des usines d'armement, d'autres des chantiers. Chacun fonctionnait selon la même logique, extraire le maximum de travail des prisonniers jusqu'à ce qu'ils meurent ou ne puissent plus travailler, moment auquel ils étaient renvoyés au complexe principal pour être éliminés. L'un des aspects les plus troublants d'Auschwitz était la manière dont le système créait des hiérarchies internes entre prisonniers, les forçant à participer à leur propre oppression. Les capots constituaient la première ligne de cette hiérarchie. C'étaient des prisonniers choisis pour surveiller d'autres prisonniers. Théoriquement, n'importe qui pouvait devenir capot. Mais, en pratique, surtout dans les premières années, beaucoup étaient des criminels de droit commun allemands, transférés depuis des prisons ordinaires. Ces criminels portaient le triangle vert et étaient souvent plus brutaux que les gardiens SS eux-mêmes. Être capot signifiait le pouvoir sur la vie et la mort des autres prisonniers. Un capot pouvait frapper qui il voulait. Il pouvait signaler des infractions réelles ou inventées. Il pouvait favoriser certains et en détruire d'autres. Et il le faisait en sachant que sa propre survie dépendait de la démonstration permanente qu'il était du côté des SS. Il y eut des capots qui usèrent de ce pouvoir avec une cruauté extrême. Ils frappaient plus fort que les gardiens. Ils inventaient des punitions. Ils volaient la nourriture des rations déjà misérables. Ils violaient des prisonniers plus faibles. Certains semblaient jouir du pouvoir absolu dont ils disposaient. Mais il y eut aussi des capots qui tentèrent d'aider. Ils utilisaient leur position pour protéger les plus faibles, détourner des punitions, obtenir un peu plus de nourriture. C'était un équilibre dangereux. Un capot jugé trop doux pouvait perdre sa position et être renvoyé parmi la population générale des prisonniers, où il affronterait la vengeance. Un capot trop brutal pouvait être assassiné par d'autres prisonniers lors d'un moment de chaos. Au-dessus des capots se trouvait une autre hiérarchie, les Blockeltest, anciens de blocs, qui supervisaient des baraques entières. Les Lagereltest, anciens de camps, qui avaient autorité sur des secteurs complets. Ces postes offraient encore plus de privilèges. Chambres privées, meilleure nourriture et même accès à des prisonnières en échange de faveurs sexuelles. Le système était conçu pour corrompre, pour faire que les prisonniers se battent entre eux pour des miettes, pour créer des divisions internes qui empêchaient la solidarité. Et cela fonctionnait. Il existait des tensions entre groupes nationaux. Les prisonniers polonais regardaient souvent les Juifs avec mépris. Les Allemands, même prisonniers, se sentaient souvent supérieurs. Les criminels de droit commun méprisaient les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques méprisaient les criminels. Et tous rivalisaient pour des ressources rares. La nourriture était au centre de cette économie interne. Tout pouvait s'échanger contre de la nourriture. Vêtements, faveurs, informations, sexe. Certains prisonniers se spécialisaient dans le troc, agissant comme intermédiaires, accumulant de petits trésors qui leur donnaient un avantage. Il existait aussi un marché noir dans le camp. Les cigarettes servaient de monnaie. Un prisonnier travaillant aux cuisines pouvait voler un navet et l'échanger contre une paire de chaussettes. Quelqu'un ayant accès à des médicaments pouvait les échanger contre du pain. Tout cela se faisait en secret, dans l'ombre, car être pris signifiait la punition. Mais ce qui était peut-être le plus perturbant, c'était la manière dont ce système affectait la moralité personnelle. Des prisonniers qui, dans leur vie normale, auraient été des personnes décentes, se retrouvaient à voler de la nourriture, à des compagnons mourants, à dénoncer d'autres pour gagner les faveurs des capots, à prendre des décisions qu'ils auraient jugées impensables en temps ordinaire. Primo Levi, survivant d'Auschwitz et écrivain, décrivit ce phénomène comme la zone grise, cet espace moral ambigu où des victimes devenaient de petits bourreaux, où survivre exigeait des compromis éthiques, où la frontière entre victimes et complices se brouillait. S'il y avait un groupe occupant la position la plus terrible dans toute la hiérarchie d'Auschwitz, c'était le Sonderkommando. Le Sonderkommando, commando spécial, était l'unité de prisonniers forcés à travailler dans les chambres à gaz et les crématoires. C'étaient eux qui devaient faire face directement aux cadavres, aux victimes des chambres à gaz, à l'ensemble du processus du meurtre industriel. Les membres du Sonderkommando savaient qu'ils étaient des témoins et qu'ils seraient tôt ou tard éliminés. Les SS ne voulaient pas laisser vivre ceux qui avaient vu tout le processus. C'est pourquoi, tous les quelques mois, le Sonderkommando entier était envoyé à la chambre à gaz et remplacé par de nouveaux prisonniers. Mais tant qu'ils vivaient, les membres du Sonderkommando
existaient dans un enfer au sein de l'enfer. Leur travail commençait lorsque les portes des chambres à gaz s'ouvraient et révélaient la montagne de cadavres. Les corps étaient entremêlés, formant des pyramides, où les plus forts avaient tenté de grimper pour trouver de l'air. Les visages étaient figés dans la terreur. Du sang coulait des nez et des bouches. Urine et excréments couvraient le sol, car dans leurs derniers instants, beaucoup avaient d'hommes perdu le contrôle de leurs fonctions corporelles. Le Sonderkommando devait entrer là, séparer les corps, et avant de les déplacer, accomplir des tâches spécifiques qui rendaient l'horreur encore plus obscène. D'abord, chercher les objets de valeur. Les SS supposaient que certains déportés cachaient des bijoux dans leur corps, dans des cavités. Le Sonderkommando devait vérifier. Ensuite, couper les cheveux des femmes mortes. Les cheveux avaient une valeur. Ils seraient vendus. Puis, examiner les bouches. Les SS voulaient chaque gramme d'or. Le Sonderkommando utilisait des pinces pour arracher les dents en or, les couronnes, les bridges. Il faisait tout cela en sachant que les victimes étendues au sol étaient vivantes quelques minutes plus tôt, que certaines venaient peut-être de leur propre ville, de leur propre pays, qu'elles auraient pu être eux-mêmes. Ensuite, les corps étaient transportés. Au début, on les traînait à la main. Plus tard, on utilisait des monte-charges. On les amenait à la salle des fours. Les crématoires de Birkenau possédaient plusieurs fours, fonctionnant simultanément. Chaque four pouvait brûler plusieurs corps à la fois. Mais même ainsi, le processus prenait des heures. La chaleur était insupportable. Les hommes du Sonderkommando travaillaient à demi nus, transpirant, respirant des cendres. L'odeur défie la description. Chair brûlée, cheveux roussis, graisse humaine. Cette odeur imprégnait tout. Il n'y avait aucun moyen de s'en défaire. Lorsque les fours ne pouvaient pas suivre le volume, en particulier en 1944, lorsque les transports hongrois arrivèrent en masse, on creusait d'immenses fosses. Les corps étaient empilés avec du bois, et on y mettait le feu. La graisse humaine servait de combustible. Une fumée noire s'élevait en colonnes visibles à des kilomètres. Les cendres retombaient comme une neige grise sur le camp. Le Sonderkommando travaillait par rotation de 12 heures. Quand ils terminaient, ils regagnaient leurs baraques séparées. Ils ne pouvaient pas se mêler aux autres prisonniers. Ils vivaient isolés, et ils vivaient avec la certitude que leur temps était compté. Certains membres du Sonderkommando consignèrent leurs expériences dans des journaux qu'ils cachèrent, en les enterrant près des crématoires, avec l'espoir que quelqu'un les trouverait après. Ces journaux sont des témoignages déchirants. Ils décrivent l'horreur avec un détail clinique. Ils décrivent comment ils tentaient de rester sains d'esprit en accomplissant le travail le plus atroce imaginable. Ils décrivent la culpabilité de survivre, alors qu'ils savaient que leur survie dépendait du traitement des cadavres. Zalmen Gradowski, membre du Sonderkommando, écrivit avant de mourir « Chers découvreurs, cherche partout, dans chaque centimètre de terre. Des dizaines de documents sont enterrés sous elle, les miens et ceux d'autres. Cela éclairera tout ce qui s'est passé ici. » Son manuscrit fut retrouvé des décennies plus tard, dans une bouteille enterrée près du crématoire 3. Malgré le contrôle absolu, malgré la terreur constante, il y eut une résistance à Auschwitz. Elle fut limitée, souvent inefficace, mais elle exista. Et sa simple existence témoigne que, même au cœur de la machine génocidaire, l'humanité ne fut pas entièrement éteinte. La résistance prit de nombreuses formes. La plus courante était la résistance passive, de petits gestes qui ne renversaient pas le système mais préservaient un reste de dignité. Partager de la nourriture avec quelqu'un de plus faible, cacher un malade lors d'une sélection, soutenir quelqu'un pendant l'appel pour éviter qu'il ne s'effondre. Ces actes ne changeaient pas la situation générale, mais ils maintenaient vivante l'idée de solidarité. Il y eut aussi une résistance organisée. Des réseaux clandestins existaient dans le camp. Des groupes de prisonniers qui tentaient de coordonner des sabotages, de recueillir des informations, de préparer des évasions. C'était extrêmement dangereux. L'infiltration par des informateurs était fréquente. Être découvert signifiait torture et mort, non seulement pour l'intéressé, mais pour tout son bloc. L'un des actes de résistance les plus significatifs impliqua le Sonderkommando. En octobre 1944, sachant qu'il serait bientôt liquidé, des membres du Sonderkommando planifièrent une révolte. Ils avaient accumulé de petites quantités d'explosifs, volés dans des usines de munitions par des femmes prisonnières qui y travaillaient et les faisaient passer en secret.
Le 7 octobre 1944, la révolte éclata. Le Sonderkommando attaqua les gardiens. Ils réussirent à tuer plusieurs SS. Ils mirent le feu à une partie du crématoire 4. Il y eut une explosion. Pendant un bref instant, l'impossible sembla se produire. Une insurrection au cœur même du complexe d'extermination. Mais la révolte fut écrasée rapidement. Les prisonniers étaient affamés, mal armés, en infériorité numérique. Les SS amenèrent des renforts. Ils utilisèrent des mitrailleuses. Des centaines de membres du Sonderkommando furent tués ce jour-là. Les meneurs identifiés furent torturés publiquement et exécutés. Les 4 femmes qui avaient fait passer les explosifs, Rosa Robota, Ella Gertner, Estera Weichblum et Regina Saphirstein, furent capturées, torturées pendant des semaines pour qu'elles révèlent des complices, puis finalement pendues publiquement devant tous les prisonniers du camp des femmes. Elles moururent sans dénoncer qui que ce soit. La révolte ne libéra pas le camp, elle ne sauva pas de vie, mais elle envoya un message. Même ici, même dans le lieu le plus sombre, certains préféraient mourir en luttant plutôt que d'accepter passivement leur destin. Il y eut aussi des évasions, même si peu réussirent. Auschwitz était conçu pour être presque impossible à fuir. Clôtures électrifiées, miradors, gardes armés, chiens et au-delà des clôtures, un territoire hostile dans un pays occupé où la population locale pouvait, ou non, aider. Certains évadés furent repris. La punition était exemplaire. Parfois, ils étaient torturés et exécutés publiquement. D'autres fois, on les obligeait à rester debout sur la place principale, avec une pancarte disant « Hurrah, je suis de retour », jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement. Et lorsque quelqu'un s'évadait, le reste de son bloc était puni collectivement, parfois avec la mort d'un prisonnier sur 10. Mais il y eut des évasions réussies. Rudolf Verba et Alfred Wetzler s'évadèrent en avril 1944 et parvinrent à gagner la Slovaquie. Là, ils rédigèrent un rapport détaillé sur Auschwitz, décrivant les chambres à gaz, les crématoires, le processus de meurtre de masse. Leur rapport fut l'un des premiers témoignages détaillés parvenus aux Alliés. Le problème, c'est que lorsque le rapport arriva, les Alliés savaient déjà l'existence des camps et du génocide, mais ils n'agirent pas de manière significative pour l'arrêter. Ils ne bombardèrent pas les voies ferrées menant à Auschwitz. Ils ne bombardèrent pas les chambres à gaz. Ils ne lancèrent pas d'avertissement spécifique. Les transports continuèrent d'arriver. Auschwitz ne détruisit pas seulement des individus. Il détruisit des familles entières, des cultures complètes, des communautés qui existaient depuis des siècles. En février 1943 fut établi à Birkenau le camp familial Tzigane, le Ziegener Familienlager. Des milliers de Roms venus de différentes régions d'Europe y furent déportés. Contrairement à d'autres groupes, on permit d'abord aux familles roms de rester ensemble. Hommes, femmes, enfants partageaient les mêmes baraques. Mais ce n'était pas un acte d'humanité. C'était une décision administrative fondée sur la classification nazie des Roms comme groupe racial. Et les conditions dans le camp Tzigane étaient aussi brutales que dans n'importe quel autre secteur de Birkenau. La promiscuité était extrême. La nourriture était insuffisante. Les maladies se propageaient rapidement. Les enfants roms mouraient de faim, de typhus, de dysenterie. Leur petit corps devenait squelettique. Ils pleuraient constamment, un pleur faible qui finissait par s'éteindre. Joseph Mengele montra un intérêt particulier pour le camp Tzigane. Il effectuait des visites médicales où il sélectionnait des jumeaux, des personnes aux caractéristiques physiques inhabituelles, des enfants pour ses expériences. Parfois, il apportait des bonbons. Les enfants l'appelaient « Oncle Mengele ». Ils ne comprenaient pas qu'il était leur tortionnaire. Le camp Tzigane exista 17 mois. Durant ce temps, des milliers moururent de maladies, de faim et d'expériences médicales. Puis, dans la nuit du 2 août 1944, les SS liquidèrent le camp entier. Tous les Roms restants, environ 3000 personnes, majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées, furent envoyés aux chambres à gaz. Il y eut une résistance. Les Roms savaient ce qui allait arriver. Ils s'armèrent d'outils, de pierres, de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Lorsque les SS arrivèrent, ils rencontrèrent une opposition. Mais ils étaient faibles, désarmés, en infériorité numérique. La résistance fut écrasée. Les familles furent traînées dans des camions. On les conduisit directement aux chambres à gaz.
Cette nuit-là, Auschwitz assassina une communauté entière. Des familles complètes disparurent. Des cultures, des langues, des traditions qui avaient survécu des générations furent effacées. Les enfants à Auschwitz souffrirent de manière qui défie la compréhension. Les enfants qui arrivaient avec leur famille étaient généralement envoyés directement aux chambres à gaz. Ils n'avaient aucune valeur comme travailleurs. Ils étaient considérés comme des bouches inutiles. Mais certains enfants survécurent à la sélection initiale, surtout des adolescents capables de passer pour plus âgés. Ces enfants subissaient le même régime brutal que les adultes. Faim, travail forcé, punition. Mais leur corps en développement était encore moins préparé à l'endurer. Les enfants du camp vieillissaient prématurément. Leurs yeux perdaient l'innocence presque instantanément. Ils apprenaient à voler de la nourriture, à mentir, à se cacher lors des sélections. Certains étaient adoptés par des prisonniers plus âgés qui tentèrent de les protéger en partageant leur ration minimale, en les cachant lors d'inspections dangereuses. Il y eut aussi le camp familial de Theresienstadt, à Birkenau, une autre expérience cruelle. Des milliers de Juifs tchèques furent déportés du ghetto de Theresienstadt vers Birkenau, mais au lieu d'être immédiatement sélectionnés, ils furent maintenus dans un secteur spécial où les familles restaient ensemble. Ils pouvaient écrire des lettres, ils pouvaient conserver une partie de leurs effets. Il y avait même des activités pour les enfants. Pourquoi? Parce que c'était de la propagande. Le régime nazi voulait pouvoir montrer que les Juifs déportés étaient réinstallés dans de bonnes conditions. Ils permirent même une visite d'inspection de la Croix-Rouge internationale à Theresienstadt, en mettant en scène une normalité factice élaborée. Mais après 6 mois, lorsqu'il n'y eut plus besoin de maintenir la farce, tous les habitants du camp familial furent envoyés aux chambres à gaz. En mars 1944, environ 3800 personnes furent assassinées en une seule nuit. En juillet 1944, 7000 autres connurent le même sort. Les enfants qui marchaient vers les chambres à gaz ne comprenaient pas ce qui se passait. Certains demandaient s'ils reverraient bientôt leur mère. D'autres demandaient s'il y aurait à manger. Certains pleuraient, d'autres étaient trop faibles pour pleurer. S'il y eut une année qui représenta le pic de l'horreur d'Auschwitz, ce fut 1944. Plus précisément entre mai et juillet 1944, lorsqu'arrivèrent les transports massifs de Juifs hongrois. La Hongrie avait été alliée de l'Allemagne pendant une grande partie de la guerre. Mais en mars 1944, elle fut occupée directement par les forces allemandes. Immédiatement, commença la déportation de la population juive hongroise, jusque-là relativement protégée. En moins de 2 mois, environ 430 000 personnes furent déportées, l'immense majorité à Auschwitz. C'était un chiffre qui dépassait tout ce que le complexe avait connu auparavant. Les trains arrivaient l'un après l'autre, parfois plusieurs par jour. Les sélections sur la rampe devinrent plus rapides, plus brutales. Il n'y avait pas de temps pour hésiter. Un médecin jetait un regard. À droite, à gauche, suivant. À droite, à gauche, suivant. Les files avançaient comme sur une chaîne de production. Environ 70% de chaque transport était envoyé directement aux chambres à gaz. Vieillards, enfants, mères avec des bébés, malades, sans exception. Les crématoires tournaient 24 heures sur 24. Les fours brûlaient sans cesse. Et malgré cela, ils ne pouvaient pas suivre le volume. On creusa des fosses massives. Les corps étaient empilés, arrosés de carburant, brûlés à l'air libre. La fumée était visible depuis les villages voisins. L'odeur était sans équivoque. Il était impossible de ne pas savoir ce qui se passait. Les habitants polonais vivant à proximité pouvaient voir les colonnes de fumée. Ils pouvaient sentir l'odeur. Certains aidaient des prisonniers évadés. D'autres profitèrent de la situation en volant les biens des déportés. D'autres encore détournaient simplement le regard, incapables ou peu disposés à affronter la réalité de ce qui se passait à quelques kilomètres de chez eux. Dans le camp, les prisonniers affectés au commando près de la rampe assistaient eux aussi aux arrivées constantes. Ils voyaient les familles descendre, ils voyaient les sélections, et ils savaient exactement ce que signifiait aller à gauche. Ils ne pouvaient rien faire, sinon regarder et continuer à travailler, sachant que leur silence était imposé sous la menace de mort. Le Sonderkommando fut élargi pendant cette période. On avait besoin de plus d'hommes pour gérer le volume de cadavres. Et ces nouveaux hommes subissaient un traumatisme immédiat.
Il passait de déportés récents à prisonniers forcés de traiter les corps de personnes qui avaient voyagé dans le même train qu'eux quelques heures plus tôt. Certains membres du Sonderkommando perdirent la raison. D'autres se quittèrent la vie en se jetant contre les clôtures électrifiées. La plupart se dissociaient émotionnellement, accomplissant le travail dans un état de détachement, car l'alternative était l'effondrement mental. Il est important de comprendre que, pendant que tout cela se produisait, les auteurs, officiers SS, gardiens, administrateurs, menaient des vies qui, en apparence, semblaient normales. Rudolf Höss, le commandant, vivait dans une maison confortable à l'intérieur du complexe avec sa femme et ses 5 enfants. Ils avaient un jardin, les enfants jouaient. La femme de Höss supervisait le travail domestique réalisé par des prisonniers affectés à leur service. Ils recevaient des visites, ils organisaient des réunions sociales. Höss écrivit dans ses mémoires, plus tard en détention, comment sa femme aimait son jardin à Auschwitz, comment elle cultivait des fleurs, comment elle appréciait le climat. Et cela, alors qu'à quelques centaines de mètres, des milliers de personnes étaient assassinées chaque jour. Les médecins SS qui réalisaient les sélections et les expériences n'avaient pas l'apparence de monstres. C'étaient des professionnels instruits. Certains avaient des familles. Ils jouaient avec leurs enfants, écoutaient de la musique, lisaient des livres, et puis ils allaient travailler, décidant qui vivrait et qui mourrait, réalisant des procédures qui torturaient et tuaient. Joseph Mengele était connu pour être charmant dans les cercles mondains. Il sifflait des airs d'opéra. Il était courtois avec ses collègues. Et ensuite, il injectait des produits chimiques dans les yeux d'enfants pour tenter d'en changer la couleur. Cette normalité parallèle est peut-être l'un des aspects les plus troublants d'Auschwitz. Le camp ne fut pas géré uniquement par des personnes visiblement démentes ou sadiques. Même si certains l'étaient, il fut géré par des personnes qui, dans d'autres contextes, auraient semblé parfaitement ordinaires. Des personnes qui justifiaient leurs actes par l'idéologie, par l'obéissance aux ordres, par un langage bureaucratique qui mettait à distance la réalité de ce qu'ils faisaient. Les gardiens SS obtenaient des permissions. Ils visitaient leur ville natale, allaient au restaurant, au cinéma. Ils avaient des petites amies, des épouses. Puis, ils retournaient à Auschwitz et reprenaient les coups, la surveillance des exécutions, la participation au génocide. Il existait une économie de privilèges au sein du personnel SS. Ceux qui travaillaient dans les branches les plus désagréables du génocide recevaient des rations supplémentaires d'alcool. Ils obtenaient des permissions plus fréquentes. On leur permettait de conserver une part du butin confisqué. Le système encourageait la participation et il la normalisait. Il la transformait en travail. Les rapports sur l'assassinat de masse recouraient à des euphémismes. Traitement spécial, Sonderbehandlung, signifiait gazage. Évacuation signifiait déportation vers la mort. Sélection masquait la brutalité de la décision de vie ou de mort. Ce langage permettait aux auteurs de se distancier psychologiquement de leurs actes. Ils ne tuaient pas des personnes, ils traitaient des convois. Ils ne assassinaient pas des enfants, ils appliquaient une politique raciale. Le langage bureaucratique créait une barrière cognitive, rendant possible l'exécution d'actes atroces tout en conservant une image de soi de fonctionnaire professionnel. À mesure que 1944 avançait, le front de l'Est se rapprochait. L'armée rouge avançait vers la Pologne. La défaite allemande devenait de plus en plus évidente. Et les SS commencèrent à se préoccuper des preuves. En novembre 1944, Himmler ordonna l'arrêt des gazages, non pour des raisons humanitaires, mais parce que les déportations se raréfiaient et parce qu'il voulait dissimuler des preuves avant l'arrivée des Alliés. On ordonna de démanteler les installations d'extermination. Les prisonniers du Sonderkommando furent forcés de démolir les crématoires. On utilisa des explosifs pour détruire les chambres à gaz. On tenta de démonter la machinerie, de cacher les fours. Mais il était impossible d'effacer complètement les preuves. Les structures étaient trop grandes. Les cicatrices du paysage étaient évidentes. Les baraques, remplies de prisonniers squelettiques, étaient un témoignage vivant. En janvier 1945, l'armée rouge n'étant plus qu'à quelques kilomètres, les SS ordonnèrent sur l'évacuation du camp. Mais évacuation était un autre euphémisme. Cela signifiait en réalité forcer des dizaines de milliers de prisonniers à marcher vers l'ouest en plein hiver, dans ce que l'on appellerait les marches de la mort.
Environ 60 000 prisonniers furent contraints de quitter Auschwitz. Beaucoup étaient trop faibles pour marcher. Peu importait. Ceux qui ne tenaient pas le rythme étaient abattus sur place. Les routes furent jalonnées de corps gelés. Il n'y avait pas de nourriture, pas d'abri. Les prisonniers marchaient avec les vêtements minces qu'ils avaient au camp, totalement inadaptés à des températures sous zéro. Leurs chaussures se désagrégeaient, leurs pieds saignaient. Certains enveloppaient leurs pieds de chiffon. D'autres marchaient pieds nus, laissant des traces de sang sur la neige. Les colonnes marchaient pendant des jours. Certains s'effondraient d'épuisement. D'autres mouraient gelés pendant la nuit, lorsque l'on s'arrêtait brièvement. Les gardiens SS les exécutaient s'ils ne pouvaient pas continuer. Mais certains gardiens commencèrent aussi à déserter, fuyant tant qu'ils le pouvaient, abandonnant les colonnes. Certains prisonniers parvinrent à s'échapper dans le chaos des marches. Ils se cachaient dans des forêts, dans des fermes abandonnées. Certains furent aidés par des civils polonais ou tchèques qui leur donnèrent de la nourriture ou un refuge. D'autres furent trahis, capturés ou tués par des civils hostiles. Les marches se terminèrent dans d'autres camps plus à l'ouest. Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, déjà saturés. Les conditions y devinrent catastrophiques avec l'arrivée massive des prisonniers d'Auschwitz. Des milliers moururent dans les semaines suivantes de maladies, de faim, simplement parce que leur corps n'avait plus de réserve. Le 27 janvier 1945, des unités de l'armée rouge arrivèrent à Auschwitz. Elles trouvèrent un complexe presque vide du point de vue du personnel allemand, qui avait fui quelques jours plus tôt. Mais elles trouvèrent environ 7000 prisonniers laissés sur place, parce qu'ils étaient trop malades pour marcher. Les soldats soviétiques n'étaient pas préparés à ce qu'ils virent. Ils avaient libéré d'autres camps. Ils avaient vu des atrocités. Mais Auschwitz était différent par son ampleur et par son infrastructure conçue spécifiquement pour le meurtre de masse. Ils trouvèrent des baraques pleines de prisonniers squelettiques, certains trop faibles pour se lever de leur couchette. Ils trouvèrent des cadavres empilés dans chaque recoin, des corps morts dans les derniers jours, que personne n'avait eu la force de déplacer. Ils trouvèrent des enfants aux yeux immenses, dans des visages émaciés, trop hébétés pour pleurer. Ils trouvèrent des entrepôts remplis d'objets confisqués. Dans le complexe appelé Canada, il y avait des piles massives de vêtements, des valises avec des noms encore visibles, des chaussures empilées jusqu'au plafond, des lunettes par milliers. Ils trouvèrent 7 tonnes de cheveux humains emballés, prêts à être envoyés aux usines textiles. Ils trouvèrent des preuves documentaires. Bien que de nombreux dossiers aient été détruits, il restait suffisamment de registres pour reconstruire une partie de ce qui s'était passé. Liste de transport, nombre de victimes, rapports administratifs. Et ils trouvèrent les ruines des crématoires. Les SS avaient tenté de les détruire, mais les structures massives de briques et de béton ne pouvaient pas être effacées complètement. Les chambres à gaz souterraines existaient encore. Les rails des monts de charge étaient encore en place. Les fours, bien qu'endommagés, restaient clairement identifiables. Les libérateurs tentèrent de fournir une aide médicale, mais beaucoup de prisonniers étaient trop malades. Leur système digestif ne pouvait plus traiter une nourriture normale après des années de faim. Leur corps était ravagé par le typhus, la tuberculose et d'autres maladies. Des centaines moururent dans les semaines qui suivirent la libération. Enfin libres, mais trop détruits pour se rétablir. Les survivants capables de parler commencèrent à raconter leurs histoires. Les soldats soviétiques recueillirent des témoignages. Mais l'ampleur de ce qui s'était passé à Auschwitz était difficile à concevoir, même pour ceux qui le voyaient de leurs propres yeux. Des équipes de cinéma soviétiques filmèrent ce qu'elles trouvèrent. Ces images, des prisonniers squelettiques fixant la caméra, des piles de cadavres, des entrepôts remplis de biens, deviendraient parmi les images les plus emblématiques de la Shoah. Après la guerre, vint la tentative de justice. Les principaux dirigeants nazis furent jugés à Nuremberg. Auschwitz fut présenté comme preuve du génocide systématique. Des documents, des témoignages de survivants, et même certains auteurs reconnurent ce qui s'était passé. Rudolf Höss fut capturé par les Britanniques en 1946. Il utilisa d'abord une fausse identité, mais fut identifié. En détention, il rédigea de longs mémoires décrivant le fonctionnement d'Auschwitz avec un détail bureaucratique. Il fut remis à la Pologne, jugé à Varsovie et condamné à mort. Son exécution eut lieu à Auschwitz,
précisément devant la maison du commandant où il avait vécu avec sa famille, tout en dirigeant le génocide. Joseph Mengele s'échappa. Il fuit en Amérique du Sud avec l'aide de filières d'exfiltration nazies. Il vécut en Argentine, au Paraguay, puis au Brésil. Bien qu'il fût l'un des criminels de guerre les plus recherchés, il ne fut jamais capturé. Il mourut en 1979, noyé sur une plage au Brésil, vivant sous une fausse identité, sans jamais répondre de ses crimes. Beaucoup d'autres auteurs échappèrent aussi à la justice, ou reçurent des peines absurdement légères au regard de leurs crimes. Certains furent libérés après quelques années, d'autres vécurent des vies tranquilles en Allemagne de l'Ouest ou ailleurs. Leur passé dissimulé ou ignoré pendant des décennies. Il y eut des procès ultérieurs. Le procès d'Auschwitz à Francfort, entre 1963 et 1965, jugea 22 accusés, dont des gardiens et des officiers. Il fut important parce qu'il eut lieu en Allemagne et obligea la société allemande à affronter directement ce qui s'était passé. Mais même alors, beaucoup reçurent des stertures des peines qui ne reflétèrent pas l'ampleur de leur participation. La traque des criminels de guerre nazis se poursuivit pendant des décennies. Le chasseur de nazis, Simon Wiesenthal, consacra sa vie à retrouver des auteurs cachés. Certains furent extradés et jugés dans les années 1970, 1980 et même 1990. Mais la plupart moururent avant d'être traduits en justice. Le problème fondamental était que l'échelle du crime rendait impossible une justice proportionnée. Comment juger quelqu'un responsable de la mort de milliers, de centaines de milliers? Quelle peine pourrait jamais être adéquate? Et comment poursuivre des dizaines de milliers d'auteurs mineurs, gardiens, administrateurs, collaborateurs, quand le système judiciaire pouvait à peine traiter les cas les plus emblématiques? Auschwitz devint un symbole. Le nom lui-même se transforma en synonyme de la Shoah, du génocide, du mal absolu. Et cela pose son propre problème. En devenant symbole, il y a le risque de l'abstraction, de la perte de la réalité spécifique de ce qui s'y est produit. Auschwitz ne fut pas une aberration mystique du mal. Ce fut le résultat de décisions politiques spécifiques, d'une idéologie appliquée systématiquement, d'une bureaucratie fonctionnant avec une efficacité terrifiante, de milliers de personnes choisissant de participer ou de détourner le regard. Le site fut préservé comme musée et mémorial. Les baraques, les barbelés, les miradors, les ruines des crématoires demeurent comme preuve matérielle. Des millions de personnes le visitent chaque année. Elles marchent sur les mêmes chemins où des prisonniers furent poussés. Elles voient les montagnes de chaussures, de valises, de cheveux. Mais voir ne suffit pas, car Auschwitz défie toute compréhension totale. On peut connaître les faits, lire les témoignages, voir les photos. Et pourtant, la réalité vécue, l'horreur quotidienne, la douleur physique, la terreur psychologique, la dégradation constante, restent au-delà de ce que peut pleinement saisir celui qui ne l'a pas vécu. Les survivants capables de parler de leur expérience ont fourni des témoignages inestimables. Primo Levi, Elie Wiesel, Viktor Frankl et des milliers d'autres ont consigné ce qu'ils ont vécu. Leurs mots sont ce qui rapproche le plus de la compréhension. Mais beaucoup de survivants ne purent jamais en parler. Le traumatisme était trop profond. Certains tentèrent de reconstruire leur vie en silence, sans jamais mentionner Auschwitz. D'autres souffrirent de cauchemars, de souvenirs intrusifs, de dépression jusqu'à la fin de leurs jours. Les blessures psychologiques ne prirent pas fin avec la libération. Les survivants affrontèrent un monde qui, souvent, ne voulait pas écouter. Dans les années qui suivirent immédiatement la guerre, de nombreuses sociétés voulaient aller de l'avant, reconstruire, oublier. Les témoignages des survivants étaient parfois accueillis avec incrédulité ou malaise. Ce n'est que des décennies plus tard que la société commença à reconnaître l'importance de préserver ces récits. Et aujourd'hui, 80 ans plus tard, les derniers survivants disparaissent. Bientôt, il n'y aura plus personne vivant pour dire « j'y étais ». La mémoire deviendra entièrement historique, dépendante des documents, des témoignages enregistrés, de la préservation des lieux. Au bout du compte, Auschwitz laisse des questions qui n'ont pas de réponse satisfaisante. Comment cela a-t-il été possible? Pas au sens logistique, on sait exactement comment cela a été possible, mais au sens humain. Comment tant de personnes ont-elles pu participer à une telle chose?
Comment des gardiens pouvaient-ils rentrer chez eux auprès de leur famille après avoir supervisé des exécutions de masse? Comment des médecins diplômés pouvaient-ils pratiquer des expériences de torture? Comment des cheminots pouvaient-ils conduire des trains remplis de personnes vers la mort sans protester? Comment des sociétés entières purent-elles permettre cela, soit en participant activement, soit en détournant le regard? La réponse dérangeante, c'est que cela n'a pas exigé des monstres. Cela a exigé des gens ordinaires, dans des circonstances où l'inhumain fut normalisé progressivement. Cela a exigé une idéologie qui déshumanisait certains groupes. Cela a exigé l'obéissance à l'autorité. Cela a exigé un langage bureaucratique qui éloignait les actes de leurs conséquences. Cela a exigé des incitations et des menaces. Cela a exigé que chacun se persuade qu'il n'avait pas le choix, qu'il ne faisait qu'obéir, que sa participation individuelle ne changeait rien. Et cela a exigé que des millions de personnes choisissent de ne pas voir, de ne pas savoir, de ne pas agir. Auschwitz fut le résultat d'un système. Mais les systèmes sont faits de personnes. Et ces personnes prirent, jour après jour, des décisions qui rendirent le génocide possible. La leçon d'Auschwitz n'est pas simplement que le mal existe. C'est que le mal peut être organisé, systématisé, normalisé, qu'il peut fonctionner avec une apparence de légalité, avec un langage technique, avec des procédures bureaucratiques, qu'il peut transformer le meurtre de masse en travail routinier, qu'il peut amener des gens ordinaires à commettre des actes extraordinairement terribles. Et l'avertissement d'Auschwitz, c'est que les conditions qui l'ont rendu possible, idéologie extrême, déshumanisation de groupes, érosion des normes démocratiques, obéissance aveugle à l'autorité, apathie sociale, n'ont pas disparu avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles existent en puissance dans toute société. Elles exigent une vigilance constante. Auschwitz ne peut pas se reproduire de nouveau exactement de la même manière. Mais quelque chose comme Auschwitz, génocide systématique, torture institutionnalisée, déshumanisation de masse, peut se produire si les conditions s'alignent et si suffisamment de personnes choisissent de participer ou de détourner le regard. C'est pourquoi Auschwitz n'est pas seulement de l'histoire, c'est un avertissement, c'est un rappel de ce dont l'espèce humaine est capable, et c'est une obligation de se souvenir, d'enseigner, de ne jamais laisser la mémoire s'évanouir jusqu'à devenir une abstraction sans poids. Car à Auschwitz, plus d'1 million de personnes furent assassinées, pas des chiffres, des personnes, chacune avec un nom, une famille, des rêves et des peurs. Chacune dont la vie fut volée par un système qui décida que certaines vies n'avaient pas de valeur. Et tant que la mémoire d'Auschwitz existe aussi l'obligation de faire en sorte que jamais, jamais plus, quelque chose de semblable ne soit permis.